À 21h40, en ce 1er mai interminable, Garati se débarrassa d'un de ses deux avertissements. Depuis le garçon au maillot de football, deux autres marcheurs s'étaient fait avoir, mais Garati l'avait à peine remarqué. Il était occupé à inventorier soigneusement sa personne. Une tête un peu confuse et branque, mais fondamentalement saine. Deux yeux globuleux, un cou plutôt raide, deux bras, pas de problème de ce côté. Un torse où tout allait bien, à part des tiraillements d'estomac que les concentrés ne pouvaient satisfaire. Deux jambes, bougrement fatiguées, muscles douloureux. Il se demanda jusqu'où ses jambes le porteraient d'elles-mêmes, combien de temps avant que son cerveau prenne la relève et les condamne aux travaux forcés, au-delà de toute limite raisonnable, pour empêcher qu'une balle vienne s'écraser dans sa boîte crânienne. Combien de temps avant que ses jambes protestent, que ses muscles se nouent et que finalement les crampes s'installent et l'obligent à s'arrêter. Ses jambes étaient fatiguées, mais jusqu'à présent apparemment pas en trop mauvais état. Et deux pieds, qui souffraient. Ils étaient douloureux, pas la peine de le nier. C'était un solide gaillard. Ses pieds devaient trimballer 75 kilos. Les plantes brûlaient. Elles étaient parcourues d'élancements subits. Son gros orteil gauche était passé par un trou de la chaussette. Il pensa à l'histoire de Husty Beans et fut envahi d'une horreur sournoise, et frottait désagréablement contre le soulier. Mais ses pieds travaillaient, il n'avait toujours pas d'ampoule, et il estima que ses pieds aussi étaient OK. Garati, se dit-il pour se remonter le moral, tu es en bonne forme. 12 gars sont morts, et il y en a le double qui doivent souffrir salement maintenant, mais toi, tu vas bien, tu marches bien, tu es formidable, tu es vivant. La conversation, qui était plus ou moins morte de sa belle mort après le récit de Stibbins, commença à reprendre. Parler, c'est ce que faisaient les vivants. Yannick, le numéro 98, discutait de la généalogie des soldats du Halftrack d'une voix exagérément forte avec Wiman, le numéro 97. Tous deux étaient d'accord pour penser que leur lignée était mélangée, colorée, hirsute et abattardie. Personne, pendant ce temps, demanda à Garati. « T'as déjà pris un lavement ?»« Un lavement ?» répéta Garati, pris de court. « Non, je ne crois pas. »« Et vous autres ?» demanda-t-il à la volée. « Allez, dites la vérité. » « Moi, oui, dit Harkness, en riant un peu. Ma mère m'en a donné un une fois, après Halloween, quand j'étais petit. J'avais mangé presque tout un cabas de bonbons. Et ça t'a plu? T'as aimé ça? Insista Pearson. Tu rigoles? Merde, non. À qui veux-tu que ça plaise de recevoir 1 litre d'eau chaude savonneuse dans le... À mon petit frère, dit tristement Pearson. J'ai demandé à ce morveux s'il était triste que je prenne le départ, et il a dit non, parce que maman lui avait promis un lavement s'il était sage et ne pleurait pas. Il adore ça. C'est écœurant, cria Harkness. Pearson eut l'air encore plus triste. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. Quelques minutes plus tard, Davidson rejoignit le groupe et raconta la fois où il s'était saoulé à la foire de Steubenville. Il s'était traîné dans une tente et s'était fait taper sur la tête par une grosse nana obèse qui n'avait rien sur le dos qu'un cache-sexe. Quand Davidson avait protesté, qu'il disait, qu'il était bourré et croyait que c'était la tante du tatoueur, la grosse nana rouquine et chaude lapine lui avait permis de la tripoter un moment, qu'il disait. Il lui avait expliqué qu'il voulait se faire tatouer un drapeau confédéré sur le ventre. Hartbacker leur raconta un concours qu'ils avaient organisé par chez lui, à qui allumerait le plus gros paix, et un gros con au cul velu appelé Davey Poffan s'était brûlé tous les poils du cul et jusqu'au creux des reins. Ça sentait comme un feu de brousse, disait Baker. Cela fit rire Harkness si fort qu'il écopa d'un avertissement. Après cela, ce fut l'escalade. Ils rivalisèrent de fanfaronnades jusqu'à ce que tout l'incroyable édifice s'écroule. Quelqu'un d'autre reçut un avertissement, et peu après, un autre Baker, prénommé James, prit son ticket. La bonne humeur du groupe s'évapora. Quelques garçons se mirent à évoquer leurs petites amies, et la conversation se fit hésitante, larmoyante. Garati ne parla pas de Jan, mais alors que 22 heures arrivaient, sinistre comme un sac de charbon éclaboussé de brume laiteuse, il se dit quel était ce qu'il avait connu de meilleur dans sa vie. Ils passèrent sous une brève guirlande de lampes au mercure, en traversant un village fermé et endormi, tous calmés à présent et parlant bas. Devant un magasin Shopwell, au bout de la large place, un jeune couple dormait sur un banc, tête contre tête. Une pancarte que l'on ne pouvait pas lire était posée entre eux. La fille était très jeune, on ne lui donnait pas plus de 14 ans, et son copain portait une chemise de sport si souvent lavée qu'elle n'avait plus rien de bien sportif. Leurs ombres sur la chaussée se confondaient en une grande tache que foulèrent discrètement les marcheurs. Garati jeta un coup d'œil en arrière, certain que le grondement du half-track les aurait réveillés.
Mais il dormait encore, sans savoir que la marche était passée. Il se demanda si la fille allait se faire sonner les cloches par son vieux. Elle avait l'air vraiment très jeune. Il se demanda si leur pancarte était pour Garati, champion du Maine. Il espérait vaguement que non, cette idée avait quelque chose d'un peu répugnant. Il mangea le reste de ses concentrés et se sentit un peu mieux. Il n'avait plus rien qu'Olson puisse mendier. C'était marrant, le cas d'Olson. 6 heures plus tôt, Garati aurait juré qu'il était à peu près foutu, mais il marchait encore, et sans avertissement maintenant. Garati supposa qu'on pouvait faire beaucoup de choses quand sa vie était en jeu. Il avait couvert à présent plus de 85 kilomètres. Les dernières bribes de conversation s'éteignirent avec les dernières maisons du village sans nom. Ils marchèrent en silence pendant au moins 1 heure, et le froid recommença à pénétrer Garati. Il mangea le dernier des biscuits de maman, roula le papier d'alu en boule et le lança dans un buisson bordant la route. Encore un semeur de papier sale dans les belles plates-bandes de la vie. McVrice avait tiré de son petit sac à dos, à la stupeur de tous, une brosse à dents et se brossait vigoureusement les dents à sec. Tout continue, s'étonna Garati. C'est machinal. On rote, on demande pardon. On salue les gens qui agitent la main parce que c'est poli. Personne ne se dispute plus avec personne, à part Barkovitch, parce qu'on se conduit poliment. Tout continue. Mais était-ce bien vrai? Il pensa à McVrice, suppliant Stebbins de se taire, à Olson acceptant son fromage avec une humilité muette de chien battu. Tout semblait prendre une nouvelle intensité, des contrastes plus vifs de couleurs, de lumière et d'ombre. À 23 heures, plusieurs choses se produisirent en même temps. Le bruit courut qu'un petit pont de bois, en avant, avait été emporté par un violent orage dans l'après-midi. Le pont disparut, la marche devrait s'arrêter provisoirement. Une faible ovation monta des rangs en désordre, et Olson, d'une toute petite voix, murmura « Dieu soit loué !» Quelques secondes après, Barkovitch se mit à hurler un flot d'insultes à son voisin, un garçon laid et trapu du nom de Rank. Rank lui balança un coup de poing, strictement interdit par le règlement, et reçut un avertissement. Barkovitch ne ralentit même pas, il se contenta de baisser la tête, de parer le cou, et continua de hurler. « Allez donc, bougre de salaud, je danserai sur ta putain de tombe. Allez du con, remue un peu les pieds, ne me facilite pas les choses. » Rank lui décocha un nouveau coup. Barkovitch l'esquiva, mais bouscula le garçon qui marchait à côté de lui. Ils furent tous deux avertis par les soldats, qui observaient maintenant les événements avec une grande attention, mais sans émotion, comme on observerait 2 fourmis se disputant une miette de pain, pensa amèrement Garati. Rank pressa le pas, sans regarder Barkovitch. Quant à Barkovitch, furieux d'avoir reçu un avertissement, le garçon qui l'avait bousculé était Gribble, celui qui avait voulu traiter le commandant d'assassin, et il lui cria « Ta mère taille des pipes dans la 42e rue, Rank !» Sur ce, Rank se retourna d'un bloc et fonça sur Barkovitch. Des cris s'élevèrent. « Ça va comme ça !» ou « Arrêtez vos conneries !» Mais Rank n'y fit pas attention. Il se rua sur Barkovitch, tête baissée. Barkovitch fit un saut de côté. Rank buta, glissa sur le sable du bas-côté, s'étala et s'assit, les jambes écartées. Il reçut un 3e avertissement. « Allez, crétin !» glapit Barkovitch. « Relève-toi !» Rank se releva, mais il glissa encore et tomba sur le dos. Il paraissait assommé, groggy. Le 3e événement, à 23 heures, fut la mort de Rank. Il y eut un moment de silence quand les fusils se braquèrent et la voix de Baker résonna très forte. « Barkovitch, tu n'es plus un emmerdeur, maintenant tu es un assassin !» Les coups de feu claquèrent. Le corps de Rank fut soulevé par la violence des balles, puis il retomba sans bouger, inerte, un bras sur la chaussée. « C'était de sa faute !» hurla Barkovitch. « Vous l'avez vu, il a frappé le premier. Règle 8, règle 8 !» Personne ne répondit. « Allez vous faire mettre, tous tant que vous êtes !»« Va donc danser un peu sur lui, Barkovitch, » dit calmement McVrice. « Va donc et amuse-nous. Fais quelques pas de boogie sur lui. Allez, Barkovitch !»« Ta mère aussi fait des pipes dans la 42e rue, espèce de balafré, » gronda Barkovitch. « J'ai hâte de voir ta cervelle éclater sur la route, » dit McVrice, en portant une main à sa cicatrice. « Je battrai des mains quand ça t'arrivera, bougre de sale petit assassin !» Barkovitch marmonna quelque chose à mi-voix. Les autres s'écartaient de lui comme s'il avait la peste, et il marchait tout seul. Ils atteignirent les 95 kilomètres vers 23h10, sans avoir aperçu le moindre pont. Garati commençait à penser que cette fois la rumeur était fausse, quand ils arrivèrent au sommet d'une petite côte et virent de l'autre côté une flaque de lumière avec une petite foule d'hommes affairés.
La lumière provenait des phares de plusieurs camions dirigés sur un pont de planches qui enjambait un torrent rapide. « Franchement, j'adore ce pont, dit Olson, en prenant une des cigarettes de McVrise. Franchement. » Mais alors qu'il s'en rapprochait, Olson laissa échapper une vilaine plainte rauque et jeta sa cigarette dans l'herbe folle. Une des piles du pont et deux des lourdes planches du tablier avaient été emportées, mais l'escouade avait bien travaillé. Un poteau téléphonique scié était planté dans le lit du torrent, ancré dans une espèce de bloc de ciment énorme. Ils n'avaient pas encore eu le temps de rétablir les planches, mais ils avaient installé à leur place le grand abattant d'un poids lourd. Un tablier de fortune, mais il ferait l'affaire. « Le pont de San Luis, Ray, dit Abraham. Peut-être que si ceux qui sont en avant tapent assez fort des pieds, il s'écroulera de nouveau. Oh, guère de chance, dit Pearson, et puis il ajouta d'une voix brisée, larmoyante. Oh merde. L'avant-garde, réduite à 3 ou 4 garçons, était maintenant sur le pont. Leurs pas résonnèrent avec un bruit creux. Ils traversèrent sans se retourner. Le half-track s'arrêta. 2 soldats en sautèrent pour accompagner les garçons. 2 autres, de l'autre côté, avaient emboîté le pas à l'avant-garde. Les planches résonnaient maintenant d'un battement régulier. 2 hommes en veste de velours côtelé, chaussés de bottes de caoutchouc vertes, s'appuyaient contre le camion portant l'inscription « Réfection des routes ». Ils fumaient. Ils regardèrent défiler les marcheurs. Alors que Davidson, McVrise, Olson, Pearson, Harkness, Baker et Garrity passaient en groupe désordonné, un des hommes jeta sa cigarette dans le ruisseau et annonça « C'est lui. Voilà Garrity. Tiens le coup, petit !» cria l'autre. « J'ai 10 $ sur toi à 12 contre 1. » Garrity remarqua quelques portions de poteaux téléphoniques couvertes de sueur à l'arrière du camion. C'étaient ces hommes qui avaient été chargés de s'assurer que les marcheurs pourraient continuer de marcher, que ça leur plaise ou non. Il les salua de la main et franchit le pont. L'abattant qui remplaçait le tablier claquait sous ses pieds, et puis le pont fut derrière eux. La route faisait un coude, et le seul souvenir du repos qu'ils avaient espéré fut un triangle de lumière sur les arbres du bas-côté. Bientôt, il disparut aussi. « Est-ce qu'il est arrivé qu'une longue marche soit arrêtée pour quelque chose » demanda Harkness. « Oh, je ne crois pas, » répondit Garrity. « C'est pour ton livre ?»« Non, » dit Harkness, qui paraissait fatigué. « Simple information personnelle. »« Elle s'arrête tous les ans, » dit Stebbins derrière eux. « Une seule fois. » Il n'y avait rien à répondre. Une demi-heure plus tard, McVrise rattrapa Garrity et l'accompagna en silence pendant un moment. Enfin, très calmement, il murmura. « Tu crois que tu vas gagner, Ray ?» Garrity considéra la question très longtemps. « Non, avoua-t-il enfin. Non, non. » Cet aveu l'effraya. Il pensa alors à son ticket, à la balle qui le frapperait, à l'ultime seconde de lucidité devant les canons des fusils levés vers lui, les jambes figées, le ventre crispé, la terreur aux tripes, les muscles, le cerveau, tout son corps repoussant la mort qui ne serait plus qu'un battement de cœur. Il avait la gorge sèche. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je ne pense pas, » dit McVrise. « J'ai cessé de croire à mes chances ce soir vers 21h. Tu comprends, c'est difficile à dire, mais je me suis engagé là-dedans les yeux ouverts, tu sais. Beaucoup de ces types y sont allés à l'aveuglette, mais moi j'avais calculé mes chances. Seulement, je n'avais pas tenu compte des gens, et je crois qu'en fait, je ne réalisais pas du tout ce que c'est en réalité. Je m'imaginais, je pense, que lorsque le premier type n'en pourrait plus, ils braqueraient leur fusil sur lui, presseraient la détente, et qu'alors des petits bouts de papier avec pan écrit dessus, et que le commandant dirait poisson d'avril, et que nous rentrerions tous chez nous. Tu comprends ce que je veux dire ? Garrity songea à son premier choc quand Curley s'était abattu dans un jaillissement de sang et de matière cérébrale, son cerveau étalé comme de la bouillie d'avoine sur la chaussée. « Oui, » répondit-il, « je vois ce que tu veux dire. » « Il m'a fallu du temps pour comprendre, » reprit McVrise, « mais c'est allé plus vite une fois que j'ai eu surmonté ce blocage mental. Marche ou crève, c'est la morale de cette histoire, pas plus compliqué. Ce n'est pas une question de force physique, et c'est là que je me suis trompé en m'engageant. Si c'était ça, nous aurions tous une bonne chance. Mais il y a des hommes faibles capables de soulever des voitures si leur femme est clouée dessous. La tête, Garrity, le cerveau, ce n'est pas l'homme ou Dieu, c'est quelque chose dans le cerveau. » Un engoulevent lança sa plainte dans la nuit. La brume de terre se dissipait. « Certains de ces garçons, reprit-il, vont continuer de marcher longtemps après que les lois de la physique et de la chimie auront déclaré forfait. Il y a un type l'année dernière qui a rampé sur 3 kilomètres à 6 kilomètres à l'heure, les 2 pieds immobilisés par des crampes. Tu ne te souviens pas d'avoir lu ça ? Regarde Olson, il est épuisé, mais il continue.
Et ce foutu Barkovitch est poussé par sa haine qui le fait encore cavaler, frais comme un gardon. Je ne crois pas que j'en sois capable. Je ne suis pas fatigué, pas encore vraiment, mais je le serai. Et je crois, quand je serai assez fatigué, je crois que je m'assiérai. Garati garda le silence, mais il se sentait inquiet, très inquiet. Mais je durerai plus que Barkovitch, tout de même, dit McVryse, parlant presque pour lui seul. Ça, je peux le faire, bon Dieu. Garati jeta un coup d'œil à sa montre et vit qu'il était 23h30. Ils traversèrent un carrefour solitaire où veillait un policier à l'air ensommeillé. La circulation éventuelle qu'il était chargé de régler était nulle. Ils passèrent devant lui et sortirent du cercle de lumière de l'unique lampe à mercure. L'obscurité les enveloppa de nouveau comme un sac de charbon. « Nous pourrions nous glisser dans les bois maintenant, et ils ne nous retrouveraient jamais, dit Garati d'une voix songeuse. « Essaye voir, rétorqua Olson. Ils ont des viseurs à infrarouge et je ne sais quels autres instruments de surveillance, y compris des micros ultrasensibles. Ils entendent tout ce que nous disons. Ils peuvent presque entendre nos battements de cœur, et ils y voient comme en plein jour, Ray. » Comme pour confirmer ces mots, un garçon derrière eux reçut son deuxième avertissement. « Vous ôtez tout le sel de la vie, murmura Baker. Son léger accent traînant du sud résonna étrangement aux oreilles de Garati. McVryse s'était éloigné. La nuit noire semblait envelopper chacun d'eux, et Garati se sentit terriblement seul. Chaque bruissement dans la forêt provoquait des chuchotements et des petits cris peureux, et Garati comprit, avec un certain amusement, qu'une promenade nocturne dans les forêts du Maine ne devait pas être joyeuse pour les citadins de l'équipe. Un hibou fit entendre un cri mystérieux quelque part sur leur gauche. De l'autre côté, un animal courut, s'arrêta, repartit, s'arrêta encore, et puis s'enfuit bruyamment vers des lieux moins peuplés. Il y eut un nouveau bêlement apeuré. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Dans le ciel, des nuages de printemps capricieux prenaient des formes bizarres, promettant de la pluie. Garati releva son col et écouta le bruit de ses pieds frappant la chaussée. Il y avait là un truc à prendre, une subtile mise au point mentale à effectuer, comme la vision s'améliore quand on s'est habitué au noir. Ce matin, le bruit de ses pas était perdu pour lui, perdu dans le martèlement de 99 autres paires de pieds, sans parler du grondement du half-track. Mais à présent, il entendait nettement ses propres pas, son allure particulière, le raclement de son pied gauche de temps en temps. Il lui semblait que ce bruit devenait aussi fort à ses oreilles que celui de ses battements de cœur, un bruit vital, de vie et de mort. Ses yeux brûlaient, prisonniers de leurs orbites, ses paupières étaient lourdes. Il avait l'impression que son énergie fuyait par un puisard au centre de son corps. Les avertissements tombaient avec une régularité monotone, mais personne n'avait reçu le dernier. Barkovitch s'était tu. Stibbins était redevenu un fantôme qu'on ne distinguait même plus derrière eux. Sa montre marquait 23h40. Bientôt l'heure des sorcières, pensa-t-il, quand les cimetières bâillent et livrent leurs morts, quand les petits garçons sages sont au lit, quand les amants ont renoncé à leur bataille charnelle sur l'oreiller, quand les passagers dorment d'un sommeil malaisé dans les cars Greyhound roulant vers New York, quand on entend Glenn Miller sans interruption à la radio, et quand les barman songent à mettre des chaises sur les tables. Et la figure de Jan lui revint. Il se souvint de leur baiser à Noël, il y avait près de 6 mois, sous la boule de gui en plastique que sa mère accrochait toujours au grand globe lumineux de la cuisine. Des trucs idiots de gosse. Regarde où nous sommes. Les lèvres de Jan s'étaient laissées surprendre, douces, sans résistance. Un gentil baiser, de ceux dont on rêve, son premier vrai baiser. Il avait recommencé en la raccompagnant. Ils étaient dans le jardin, dans l'allée, environnés par la grisaille silencieuse de la neige de Noël qui tombait doucement. Cette fois, c'était plus qu'un baiser gentil. Il lui enlaçait la taille. Il avait les bras autour de son cou, bien noués, elle fermait les yeux, il avait regardé, et elle serra son corps souple contre lui, et il avait senti ses seins, sous son manteau naturellement. Il avait failli lui dire qu'il l'aimait alors, mais non, cela aurait été trop précipité. Ensuite, ils s'étaient appris mutuellement tout ce qu'ils savaient. Elle lui avait expliqué que les livres étaient parfois faits pour être simplement lus et rangés, pas étudiés. Il était plutôt bûcheur, ce qui la faisait rire, et son amusement l'avait d'abord exaspéré avant qu'il voie aussi le côté comique. Il lui avait montré comment tricoter. Ça, c'était drôle. C'était son père, bizarrement, qui lui avait appris à tricoter avant que les escouades le prennent. Et son père l'avait appris de son propre père, le grand-père de Garati. C'était en quelque sorte une tradition masculine dans le clan Garati. Jan avait été fascinée par les augmentations et les diminutions, et elle l'avait assez vite surpassé,
laissant rapidement les fastidieuses écharpes pour des moufles et des chandails avec des points compliqués, puis pour le crochet et même la dentelle de napperon, qu'elle trouva ridicule et abandonna dès qu'elle eut maîtrisé cet art. Il lui avait aussi enseigné la rumba et le cha-cha-cha, des pas qu'il avait appris au cours de danse de Madame Amelia Dorgans du samedi matin. C'était sa mère qui avait tenu à ce qu'il sût danser, et il avait vigoureusement protesté. Dieu merci, elle s'était entêtée. Il évoquait à présent les motifs d'ombre et de lumière sur l'ovale presque parfait de la figure de Jeanne, sa façon de marcher, le son de sa voix chantante, la séduisante ondulation de ses hanches, et il se demanda avec terreur ce qu'il faisait là, sur cette route obscure. Il la désirait maintenant. Il avait envie de tout recommencer, mais différemment. À présent, quand il revoyait la figure maigre et bronzée du commandant, sa moustache poivre et sel, les miroirs de ses lunettes de soleil, il ressentait une horreur si profonde que ses jambes s'amollissaient. « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» se demandait-il désespérément, et il ne trouvait pas de réponse. Il se posa encore une fois la question. Qu'est-ce que... Les fusils tonnèrent dans la nuit, suivis de l'affreux bruit trop familier d'un corps tombant sur la chaussée. La peur revint, brûlante, étouffante, la peur qui donnait envie de courir droit devant soi, de se jeter dans les buissons et de continuer de courir jusqu'à ce qu'il retrouve Jeanne et la sécurité. McVrice avait Barkovitch pour l'aiguillonner, lui-même se concentrerait sur Jeanne. Il marcherait vers Jeanne. On réservait des places aux parents et amis intimes des marcheurs au premier rang. Il la verrait. Il se souvint du baiser donné à l'autre fille et en eut honte. « Comment sais-tu que tu vas y arriver ? Une crampe, des ampoules, une coupure ou un segment de nez qui ne s'arrêterait pas, une longue côte qui te serait trop raide, trop longue ? Comment sais-tu que tu vas y arriver ? » ?»« Si, j'y arriverai, j'y arriverai !»« Félicitations, dit McVrice à côté de lui. Il sursauta. « Hein ? Il est minuit. Nous sommes encore en vie pour attaquer un nouveau jour, Garati. Et beaucoup d'autres, ajouta Abraham. Je parle pour moi, bien sûr. Notez que je ne veux pas vous priver. 170 kilomètres jusqu'à Old Town, si ça vous intéresse, intervint Olson d'une voix lasse. Mais on s'en fout d'Old Town, s'exclama McVrice. Tu as déjà été, Garati ? Non, répondit-il. Et Augusta ? Mon Dieu, je croyais que c'était en Géorgie. Ouais, j'ai été à Augusta, dit Garati. C'est la capitale de l'État. Régionale, intervint Abraham. Oui, avec le palais du gouverneur juridique, reprit Garati, 2 grands carrefours circulaires et 2 cinémas. Vous en avez dans le Maine ? Demanda McVrice. Ben quoi, c'est la capitale de l'État, non ? Dit Garati en souriant. Ah tant qu'on soit à Boston, dit l'autre. Il y eut des lamentations. Ils entendirent devant eux des acclamations, des cris, des coups de sifflet. Garati sursauta en entendant crier son nom. Un peu plus loin, à 800 mètres environ, il y avait une vieille ferme délabrée, abandonnée, mais un gros projecteur cabossé avait été branché quelque part, et sur la façade de la maison, une gigantesque enseigne, aux lettres formées par des branches de sapin, proclamait « Garati est notre homme, association des parents du canton d'Aroostook. »« Hé, Garati, où sont tes parents ?» lança quelqu'un. « À la maison, à faire des petits, » répliqua Garati, embarrassé. Il était indéniable que le Maine était le pays de Garati, mais il trouvait un peu mortifiantes les pancartes, les ovations et les plaisanteries des autres. Depuis 15 heures, il avait découvert, entre autres choses, qu'il n'aimait pas beaucoup être une vedette. L'idée que des millions de personnes dans tout l'État le soutenaient et prenaient des paris sur lui, à 12 contre 1, disait le terrassier, mais est-ce que c'était bon ou mauvais, était un peu effrayante. Ils auraient quand même pu laisser quelques bons gros parents juteux dans le coin, dit Davidson. Ah ouais, la partouze chez les parents d'élèves, suggéra Abraham. Il n'y avait guère de gaieté de cœur dans la mise en boîte, et elle ne dura pas longtemps. La route tuait très vite la plaisanterie. Ils passèrent un autre pont, en béton celui-là, enjambant une assez large rivière. L'eau ondulait au-dessous d'eux comme de la soie noire. Quelques criquets stridulaient prudemment, et vers minuit 15, une pluie fine se mit à tomber. En avant de la colonne, quelqu'un commença à jouer de l'harmonica. Pas longtemps. Suggestion numéro 6, gardez votre souffle. Mais c'était joli. Garati pensa que ça devait être Old Black Joe. Non, c'était pas Old Black Joe. Cet air-là était un autre classique raciste de Stephen Foster. Il s'était tué à boire, comme Poe, à ce qu'on disait. Poe, le nécrophile, celui qui avait épousé sa cousine de 14 ans. Ça en faisait aussi un pédophile. Tous des dépravés, ces mecs-là, Stephen Foster et lui. Ils auraient pu collaborer pour la première comédie musicale morbide du monde. « Missier est dans la terre froide. Marche, marche, négro !»
Soudain, devant eux, quelqu'un se mit à hurler, et le sang de Garaty se glaça. C'était une voix très jeune. Pas de mots distincts, ce n'était qu'un long cri. Une silhouette obscure se détacha du peloton, traversa d'un bond le bas-côté devant le half-track. Garaty ne se rappelait même pas quand le véhicule avait rejoint leur marche après le pont en réparation, et il se jeta dans la forêt. Les fusils tonnèrent. Il eut un grand craquement, celui d'un poids mort s'écrasant dans les buissons de genièvre et les fourrés. Un des soldats sauta à terre et traîna le cadavre par les bras. Garaty observait d'un air apathique, en se disant que même l'horreur finit par lasser. Il y avait surabondance de morts. Le joueur d'harmonica commença à jouer ironiquement la sonnerie aux morts, et quelqu'un, Collie Parker à la voix, lui enjoignit rageusement d'arrêter ses conneries. Stibbins, derrière eux, rit. Garaty fut tout à coup furieux contre lui. Il eut envie de se retourner et de lui demander si ça lui plairait que quelqu'un rigole à sa mort. On attendait ça d'un Barkovitch qui disait qu'il danserait sur un tas de tombes et qui en avait déjà 16 pour lui servir de piste. Mais je doute que ses pieds seront encore en assez bon état pour danser, pensa Garaty. Une vive douleur frappa alors la cambrure de son pied gauche. Ses muscles se nouaient atrocement, mais ils se détendirent. Garaty attendit, le cœur battant, que ça recommence. Ce serait plus fort, ça changerait son pied en un bloc de bois inutilisable, mais la douleur ne revint pas. « Je ne marcherai pas beaucoup plus loin, bredouilla Olson. Sa figure formait un cercle blanc dans les ténèbres. Personne ne lui répondit. Les ténèbres. Au diable les ténèbres. Garaty avait l'impression qu'ils y étaient enterrés vivants, emmurés dans le noir. L'aube était à un siècle. Beaucoup d'entre eux ne verraient jamais se lever le jour, le soleil. Ils étaient enterrés à 6 pieds sous les ténèbres. Il ne manquait plus que la litanie monotone du prêtre, la voix étouffée mais pas entièrement assourdie par l'épaisse obscurité au-dessus de laquelle se tenait la famille. La famille n'avait même pas conscience d'être là, d'être vivante. Elle hurlait et pleurait, et grattait le couvercle du cercueil de ténèbres. L'air se raréfiait. L'air se faisait toxique. L'espoir s'estompait jusqu'à devenir lui-même obscurité, et au-dessus de tout cela, la voix du prêtre comme un glas, et les pieds remuants, impatients, de la famille pressée de ressortir sous le chaud soleil de mai, et par-dessus encore le cœur soupirant, bourdonnant des insectes et des vers arrivant pour le festin. « Je deviens fou, pensa Garaty. Je suis en train de perdre complètement la boule, putain. » Un vent léger murmura dans les sapins. Garaty fit demi-tour et urina. Stibbins s'écarta un peu et Harkness toussa ou ronfla. Il marchait dans un demi-sommeil. Garaty avait maintenant vivement conscience des petits bruits. Quelqu'un se racla la gorge et cracha, un autre éternua, un troisième, en avant et sur la gauche, mâchait bruyamment. Un garçon demanda à mi-voix à son voisin comment il allait. La réponse ne fut qu'un murmure. Yannick chantait très bas, tout doucement et absolument faux. La conscience, tout était fonction de conscience, mais pas éternellement. « Pourquoi est-ce que je me suis engagé là-dedans » demanda soudain Olson, sans espoir, se faisant l'écho des pensées de Garaty quelques minutes auparavant. « Qu'est-ce qui m'a pris de me fourrer là-dedans » Personne ne lui répondit. Il y avait longtemps que personne ne lui répondait plus. C'était comme si Olson était déjà mort. Une nouvelle averse, légère. Ils longèrent un autre vieux cimetière, avec son église à côté et un minuscule magasin, et ils entrèrent dans un hameau de la Nouvelle-Angleterre aux petites maisons bien propres. La route traversait un centre commercial miniature où une douzaine de personnes s'étaient réunies pour les regarder passer. Elles les acclamèrent, mais sans crier, comme si elles avaient peur de réveiller les voisins. Il n'y avait pas de jeunes, remarqua Garaty. Le spectateur le plus jeune était un homme au regard intense d'environ 35 ans. Il portait des lunettes sans monture et une veste de sport élimée qu'il serrait contre lui pour avoir plus chaud. Ses cheveux se retroussaient par derrière et Garaty nota avec amusement que sa braguette était à moitié ouverte. « Go, formidable, go, épatant !» psalmodiait-il à mi-voix, en agitant sans cesse une main grasse, et ses yeux paraissaient brûler chacun d'eux au passage. À la sortie du village, un agent aux yeux ensommeillés arrêta un camion-remorque jusqu'à ce qu'ils soient tous passés. Il y eut encore 4 lampadaires, un bâtiment croulant et abandonné avec Eureka, grange numéro 81 écrit sur la haute porte à double battant, et puis plus de village. McVrice donna un coup de coude à Garaty. « Vise un peu le mec !» Le mec était un garçon vêtu d'un ridicule trench-coat vert l'Oden. Les pans lui battaient les genoux. Il marchait les bras enroulés autour de sa tête comme un gigantesque cataplasme et titubait à droite et à gauche, la démarche incertaine.
Garati l'observa de près avec une sorte d'intérêt clinique. Il ne se souvenait pas d'avoir vu ce marcheur-là, mais naturellement, l'obscurité changeait les figures. Le garçon trébucha sur un de ses propres pieds et faillit tomber, puis il se remit à marcher. Garati et McVrice l'observèrent en silence, fascinés, pendant une dizaine de minutes, oubliant, devant la lutte du gosse au trench-coat, leur souffrance et leur douleur. Il ne disait absolument rien, ne gémissait pas, ne soupirait pas. Finalement, il tomba vraiment et eut un avertissement. Garati pensa qu'il ne pourrait pas se relever, mais il se ramassa. Il marchait à présent dans le groupe de Garati, un peu sur les bords. C'était un garçon d'une extrême laideur, avec le numéro 45 fixé à son trench. « Qu'est-ce que t'as » chuchota Olson. Mais le garçon n'eut pas l'air d'entendre. Il leur arrivait à tous d'être comme ça, avait remarqué Garati. Le retrait total de tout et de tous ceux qui les environnaient, de tout sauf de la route. Ils étaient hypnotisés par la route, comme si c'était une corde raide sur laquelle ils devaient marcher au-dessus d'un abîme sans fond. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il au garçon, mais il n'obtint aucune réponse. Et voilà qu'il se surprit à répéter la question, à la cracher inlassablement comme un imbécile, comme une litanie stupide qui le sauverait de ce qui le menaçait dans l'obscurité, du sort qui fonçait sur lui dans la nuit à la vitesse d'un express noir. « Hein, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Allez, comment tu t'appelles ? Comment ?»« Hé, Ray !» McVrice le tirait par la manche. « Mais il ne veut pas me le dire, Pete. Fais-le lui dire. Fais-lui dire son nom. »« Affiche-lui la paix, » dit McVrice. « Il est en train de mourir. Laisse-le tranquille. » Le garçon, portant le numéro 45 sur son trench-coat, tomba encore une fois, sur le nez. Quand il se releva, il avait des écorchures au front, d'où le sang sourdait lentement. Il était derrière le groupe de Garati maintenant, mais ils entendirent son troisième avertissement. Ils passèrent dans une flaque de noir profond, sous un viaduc de chemin de fer. De la pluie clapotait quelque part, mystérieuse, murmurant dans cette gorge de pierre. C'était très humide. Et puis ils ressortirent, et Garati vit avec soulagement qu'il y avait une longue ligne droite devant eux. Le 45 tomba encore. Les pas s'accélérèrent comme les garçons se dispersaient. Quelques secondes après, les coups de feu claquèrent. Garati se dit que, dans le fond, le nom du garçon n'avait plus d'importance. 3h30 du matin. Pour Ray Garati, ce fut la plus longue minute de la plus longue nuit de sa vie. C'était la marée basse, la morte eau, le moment où la mer reflue en découvrant des hauts-fonds luisants couverts d'algues emmêlées, des boîtes de bière rouillées, des préservatifs pourris, des bouteilles cassées, des bouées crevées et des squelettes verts de mousse en caleçon de bain déchirés, le temps mort, le déclin. 7 tickets depuis le garçon au trench-coat. À un moment donné, vers 2 heures du matin, 3 avaient été abattus presque en même temps, comme des feuilles de maïs séchées au premier vent d'automne. Ils avaient fait 120 kilomètres de marche et 24 concurrents avaient disparu. Mais rien de cela ne comptait. L'important, c'était le jusant. 3h30 et la morteau. Un nouvel avertissement fut donné et peu après, les fusils entrèrent en action. Cette fois, c'était une figure familière, le numéro 8, Davidson, celui qui prétendait s'être glissé dans la tente de Hookie Couch, à la foire de Steubenville. Garati regarda le visage blanc, éclaboussé de sang de Davidson, puis il ramena vivement ses yeux sur la chaussée. Il regardait beaucoup la route maintenant. Parfois la ligne droite était continue, parfois elle s'interrompait, et par endroits elle était double, comme des rails de tramway. Il se demanda comment des gens pouvaient rouler à longueur d'année sur cette route et ne pas reconnaître le tracé de vie et de mort qu'elle représentait. Mais est-ce qu'il voyait quoi que ce soit, après tout ? Le revêtement de la chaussée l'envoûtait. Comme ce serait bon et facile de s'y asseoir. On commencerait par s'accroupir, et les genoux ankylosés craqueraient comme des pistolets d'enfant à air comprimé. Et puis on prendrait appui sur ses mains, à plat sur la surface fraîche granuleuse, et on poserait ses fesses, tout le poids de ses 75 kilos abandonnerait les pieds, et ensuite on s'allongerait. On tomberait simplement sur le dos, et on resterait là, les bras en croix, à sentir sa colonne vertébrale fatiguée s'étirer. On lèverait les yeux vers les arbres, vers la majestueuse ronde des étoiles, et on n'entendrait pas les avertissements, on contemplerait simplement le ciel et on attendrait. Ouais. On entendrait les pas précipités des marcheurs s'écartant de la ligne de tir en le laissant seul comme une victime expiatoire. Il entendait déjà les chuchotements. « C'est Garati, dis donc, c'est Garati qui a eu son ticket !» Il aurait peut-être le temps d'entendre Barkovitch éclater de rire en chaussant une fois de plus ses souliers de danse métaphorique, le mouvement des fusils qui se haussaient, et puis...
Il arracha ses yeux de la route et regarda vaguement les ombres mouvantes autour de lui. Puis il contempla l'horizon, cherchant ne serait-ce qu'un soupçon d'annonce de l'aube. Il n'y en avait aucun, naturellement. La nuit était encore noire. Ils avaient traversé 2 ou 3 autres bourgades, toutes fermées et obscures. Depuis minuit, ils avaient rencontré 3 douzaines, peut-être, de spectateurs ensommeillés, les increvables, qui guettent le nouvel an tous les 31 décembre, qu'il neige ou qu'il vente. Le reste des 3 heures et demie ne représentait qu'un montage onirique, un cauchemar éveillé d'insomniaque. Garati examina plus attentivement les visages qui l'entouraient, mais il n'en reconnaissait aucun. Une panique irraisonnée le saisit. Il tapa sur l'épaule du marcheur qui le précédait. « Pete, c'est toi, Pete ?» Le garçon lui échappa avec un grognement irrité sans se retourner. Tout à l'heure, Olson était à sa gauche, Baker à sa droite, mais maintenant il n'y avait plus personne du tout à gauche, et le garçon de droite était beaucoup plus gras qu'Art Baker. Sans savoir comment, à un moment donné, il avait quitté la route et rejoint une troupe de boy scouts randonneurs. On allait le chercher, le traquer, avec des fusils et des chiens et des escouades équipées de radars et de senteurs thermiques. Un immense soulagement l'envahit. C'était Abraham, là devant. Il lui avait suffi de tourner un peu la tête. On ne pouvait se méprendre sur la haute silhouette dégingandée. « Abraham » appela-t-il dans un chuchotement de théâtre. « Abraham, t'es réveillé » Abraham marmonna quelque chose. « Je te demandais, tu es réveillé ?»« Merde, Garati, fous-moi la paix, connard !» Au moins, il était encore avec eux. Cette sensation de désorientation totale se dissipa. Quelqu'un, devant, reçut un 3e avertissement, et Garati pensa. « Je n'en ai eu aucun. Je pourrais m'asseoir 1 minute et demie. Je pourrais... » Mais il ne se relèverait jamais. « Si, je me relèverai, se répondit-il. Bien sûr que si, je me relèverai, mais simplement... Simplement, je mourrai. » Il se souvint qu'il avait promis à sa mère de la voir à Freeport, elle et Jan. Il avait fait cette promesse d'un cœur léger, presque négligemment. La veille, à 9 heures du matin, son arrivée à Freeport lui paraissait sûre et certaine. Mais ce n'était plus un jeu, c'était devenu une réalité tridimensionnelle, et la possibilité d'entrer à Freeport en marchant sur des moignons ensanglantés était devenue d'une horrible réalité. Quelqu'un derrière lui fut abattu, derrière cette fois. Le soldat avait mal visé, et le malheureux hurla pendant un moment qui parut très long, avant qu'une autre balle coupe net les cris. Sans aucune raison, Garati pensa à du bacon. De la bile lui monta à la gorge, et il eut envie de vomir. Il se demanda si 26 de moins était un nombre anormalement élevé ou anormalement bas pour 120 km de longue marche. Lentement, sa tête retomba entre ses épaules, et ses pieds le portèrent d'eux-mêmes. Il pensa à un enterrement où on l'avait emmené quand il était petit. C'était celui de Beagle d'Alessio. Non que son vrai nom fût Beagle, il s'appelait George, mais tous les gosses du quartier l'appelaient comme ça parce qu'il avait les yeux qui se croisaient un peu les bras. Il se le rappelait attendant d'être choisi pour les matchs de baseball, toujours bon dernier, ses yeux décentrés pleins d'espoir, allant d'un capitaine d'équipe à l'autre comme ceux d'un spectateur à un tournoi de tennis. Il jouait toujours au centre du champ, là où, peu de balles arrivant, il ne pouvait causer trop de dégâts. Il était presque aveugle d'un œil et n'avait pas assez le sens de la perspective pour juger les balles venant sur lui. Une fois, il avait abattu son gant dans le vide pendant que la balle le frappait au front avec un bruit de melon trop mûr, recevant un coup de manche de couteau. La couture de la balle avait laissé sa trace en plein milieu du front et elle y était restée 1 semaine comme une marque de fabrique. Beagle avait été tué par une voiture sur la route numéro 1 près de Freeport. Un des copains de Garati, Eddie Klipstein, avait tout vu. Il captiva tous les gosses pendant 6 semaines, le Eddie Klipstein, en racontant comment la voiture avait heurté le vélo de Beagle et l'avait envoyé, lui, valser par-dessus le guidon, carrément soulevé hors de ses écrase-merdes, ses 2 jambes traînant derrière lui avec une superbe inertie, alors que son corps effectuait son bref vol plané de la selle de son chouim vers le mur de pierre où sa tête s'était étalée comme un paquet de colle. Garati était allé à l'enterrement de Beagle et, avant d'y arriver, avait failli rendre son déjeuner en se demandant s'il verrait la tête de Beagle étalée comme un tube écrasé de colle Elmer. Mais Beagle était bien arrangé, avec sa veste de sport, une cravate et son insigne des louveteaux, et il avait l'air tout prêt à sortir de son cercueil pour peu que quelqu'un prononce le mot de baseball. Les yeux décentrés étaient fermés, et dans l'ensemble, Garati avait été plutôt soulagé. C'était le seul mort qu'il eût jamais vu avant cette aventure, et cela avait été un mort bien net et bien propre, rien à voir avec Ewing ou le garçon en trench-coat de Loden, ou Davidson avec du sang sur sa figure livide.
C'est dément, pensa Garati avec une brusque certitude désolée. Tout simplement dément. À 3h45, il reçut un premier avertissement et se gifla violemment pour se forcer à se réveiller. Il était glacé. Ses reins se rappelaient à son attention, mais en même temps, il ne ressentait pas encore le besoin d'uriner. Peut-être était-ce son imagination, mais les étoiles lui paraissaient un peu plus pâles. Avec une sincère stupéfaction, il se rendit compte que la veille, à cette même heure, il était endormi sur la banquette arrière de la voiture et qu'il roulait vers la borne de pierre à la frontière. Il croyait presque se voir, étendu sur le dos, vautré, immobile. Il éprouva un immense regret, la nostalgie, le désir d'y être de nouveau, simplement hier matin. 3h50 maintenant. Il regarda autour de lui en éprouvant un curieux plaisir solitaire, un sentiment de supériorité, parce qu'il était un des rares pleinement éveillés et conscients. Il faisait nettement plus clair, à présent, assez pour distinguer quelques traits des ombres en marche. Art Baker était devant, il le reconnaissait au flottement de sa chemise rayée rouge et blanc, McVryse à côté de lui. Il aperçut Olson sur la gauche, marchant à l'allure du half-track, et s'étonna. Il était sûr qu'Olson avait été un de ceux qui venaient de recevoir leur ticket. Il avait même été soulagé de ne pas l'avoir vu tomber. Il faisait encore trop noir pour voir sa mine, mais sa tête ballottait au rythme de sa marche, comme celle d'une poupée de chiffon. Percy, celui dont la mère surgissait régulièrement, était en queue avec Stibbins. Percy avait une curieuse démarche chaloupée, comme un matelot lors de sa première journée à terre. Garati aperçut aussi Gribble, Harkness, Wyman et Collie Parker. La plupart des garçons qu'il connaissait étaient encore dans le coup. À 4 heures, une ligne lumineuse apparut à l'horizon et le moral de Garati remonta. Il se retourna sur le long tunnel de la nuit avec une réelle horreur et se demanda comment il y avait survécu. Il pressa un peu le pas pour rattraper McVryse qui marchait le menton sur la clavicule, les yeux mi-clos, vitreux et vides, plus endormis qu'éveillés. Un filet de salive nacrée tombait du coin de sa bouche et captait les premières lueurs hésitantes de l'aube avec une délicate fidélité. Garati fut captivé par ce singulier phénomène. Il n'avait pas envie de réveiller McVryse. Pour le moment, il lui suffisait d'être à côté de quelqu'un qu'il aimait bien, qui avait aussi survécu à la nuit. Ils longèrent une prairie rocheuse, en pente, où 5 vaches s'éloignaient gravement contre la clôture et regardaient passer les marcheurs en ruminant d'un air pensif. Un petit chien se précipita d'une cour de ferme et leur aboya après rageusement. Les soldats du half-track levèrent leurs fusils, prêts à abattre l'animal s'il gênait l'avance des marcheurs, mais le chien se contenta de galoper d'un côté et de l'autre sur le bas-côté, en lançant courageusement son défi strident et en défendant son territoire d'une distance prudente. Quelqu'un lui cria d'une voix pâteuse de se taire, nom de Dieu. Un oiseau pépia en dormant. Ils passèrent près d'une autre ferme où un barbu posa sa brouette, pleine de houx, de bêches et de sacs de graines, pour les saluer. Dans l'ombre d'un bois, un corbeau croassa d'une voix rauque. La première tiédeur du jour caressa la figure de Garati. Il rit et réclama un bidon. McVryse bougea bizarrement la tête, comme un chien interrompu dans son rêve de course contre un chat, et regarda de tous côtés avec des yeux encore glauques. « Bon Dieu, le jour! Il fait jour, Garati! Et il est quelle heure ?» Garati regarda sa montre et fut surpris d'apprendre qu'il était 4h45. Il montra le cadran à McVryse. « Et combien de kilomètres, t'as une idée ?»« Dans les 130, par là, répondit-il. « Et 27 éliminés. Nous avons fait le quart du chemin, Pete. »« Ouais, c'est vrai, ça, répondit-il. « Sûr que c'est vrai. Et ça va mieux ?» demanda Garati. « Oh oui, au moins 1000% de mieux. »« Moi aussi. Je crois que c'est le jour, dit Garati. Bon Dieu, reprit McVryse, je te parie que nous verrons du monde aujourd'hui. Tu as lu cet article dans World's Week sur la longue marche? Oh, parcouru, surtout pour voir mon nom imprimé, répondit Garati. Il disait que plus de 2 milliards de dollars sont misés chaque année sur la longue marche. 2 milliards. Baker s'était réveillé de son assoupissement et les rejoignait. Dans le temps, on faisait des paris dans mon lycée, dit-il. Tout le monde allongeait un quart de dollar, et puis nous tirions chacun un nombre de 3 chiffres d'un chapeau. Et le type qui avait le nombre qui se rapprochait le plus du dernier kilomètre de la marche empochait tout. « Olson !» cria gaiement McVryse. « Pense à tout le fric engagé sur toi, mon vieux. Pense aux gens qui ont mis le paquet sur ton cul pointu. » Olson lui répondit d'une voix triste, fatiguée, que les gens qui avaient un paquet sur son cul pointu pouvaient aller se faire enculer par des Méditerranéens. McVryse, Baker et Garati s'esclaffèrent.
Va y avoir un tas de jolies filles sur la route aujourd'hui, dit Baker, en regardant Garati d'un air salace. Oh, c'est fini pour moi ce truc-là, répondit-il. J'ai ma môme qui m'attend. À partir de maintenant, je vais être bien sage. Impeccable en pensée, en parole et en acte, dit sentencieusement McVryse. Garati haussa les épaules. Pense ce que tu veux. Sans contrainte, tu pourras à peine agiter la main, dit McVryse. 73 contre 1 maintenant, répondit-il. Oui, c'est encore assez élevé, répondit McVryse. Mais la bonne humeur de Garati était solide. J'ai l'impression de pouvoir marcher éternellement, déclara-t-il, et près de lui 2 ou 3 marcheurs firent la grimace. Ils passèrent devant une station-service ouverte la nuit, et le pompiste sortit pour les saluer. Presque tout le monde lui rendit son salut. Il encouragea en particulier Wayne, le numéro 94. « Garati » murmura McVryse. « Quoi ? J'ai pas pu savoir les gars qui se sont plantés, et toi ? » ?»« Non. »« Y avait Barkovitch ? » ?»« Non, il est en tête, devant Scram. Tu le vois ?» McVryse regarda. « Ah oui, je crois. Et Stibbins est toujours en queue aussi. »« Pas étonnant, dit McVryse. C'est un drôle de type, hein ?»« Ouais. » Un silence tomba entre eux. McVryse poussa un profond soupir, puis fit glisser son sac de ses épaules et en retira quelques macarons. Il en offrit un à Garati, qui l'accepta. « J'ai hâte que ce soit fini, dit-il, dans un sens ou dans un autre. » Ils mangèrent leurs macarons en silence. « Nous devons être à mi-chemin d'Alton, maintenant, supposa McVryse. 130 de fait, plus que 130, non ? » Probablement, dit Garati. « Nous n'y arriverons pas avant la nuit. » Cette idée donna le frisson à Garati. « Non, dit-il, puis il lui demanda. « Comment tu as eu cette cicatrice, Pete ?» Machinalement, McVryse porta la main à sa joue. « Oh, c'est une longue histoire, dit-il simplement. » Garati l'examina plus attentivement. Il avait les cheveux en désordre, plaqués de sueur et de poussière. Ses vêtements étaient fripés, sa figure blême, et ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites rougies. « T'as un air merdeux, dit-il, et il éclata de rire. McVryse rit aussi. « Tu n'as pas tellement l'air d'une pub de désodorant non plus, mon vieux. » Ils furent alors pris de fou rire, tous les deux, et ils se cramponnèrent l'un à l'autre pour continuer de marcher tout en se tordant. C'était un bon moyen de mettre complètement fin à la nuit. Cela dura jusqu'à ce qu'ils soient bien réchauffés. Alors ils s'arrêtèrent de rire et de causer, et ne s'occupèrent plus que de l'affaire du jour. Réfléchir, pensa Garati, voilà l'affaire du jour. La réflexion et l'isolement, parce que peu importe que l'on cause avec l'un ou avec l'autre, on est toujours seul à la fin. Il avait l'impression d'avoir fait autant de kilomètres avec sa tête qu'avec ses pieds. Les pensées venaient, et il n'y avait pas moyen de les chasser. Cela suffisait pour que vous vous demandiez ce que Socrate avait pensé tout de suite après avoir avalé son cocktail de ciguë. Un peu après 5 heures, ils rencontrèrent leur premier groupe de vrais spectateurs, 4 petits garçons assis en tailleur comme des Indiens devant une petite tente dans un champ couvert de rosée. L'un d'eux était encore enveloppé dans son sac de couchage, aussi solennel qu'un grand sachem. Leurs mains s'agitaient à droite et à gauche comme des métronomes. Aucun ne souriait. Peu après, ils atteignirent une fourche, l'embranchement d'une route plus large. Cette chaussée était lisse, à 3 voies. Ils passèrent devant un restaurant de routiers, et tous sifflèrent et saluèrent de la main les 3 jeunes serveuses assises sur les marches, rien que pour leur montrer qu'ils étaient encore en pleine forme. Le seul qui paraissait à peu près sérieux était Collie Parker. « Vendredi soir !» cria Collie. « N'oubliez pas, vous et moi, vendredi soir !» Garati pensa qu'ils se conduisaient tous comme des enfants, mais il agita poliment la main, et les serveuses n'eurent pas l'air de se fâcher. Les marcheurs se déployaient en travers de la route plus large, à mesure qu'ils se réveillaient tout à fait au soleil matinal de ce 2 mai. Garati aperçut de nouveau Barkovitch, et se demanda s'il n'était pas réellement un des plus malins. Sans amis, on n'avait pas de soucis. Quelques minutes plus tard, la rumeur recommença à circuler, cette fois sous la forme d'une blague. Bruce Pastor, le garçon qui précédait Garati, se retourna et dit « Toc toc, Garati !»« Qui est là ?»« Le commandant. »« Le commandant comment ?»« Le commandant papaou de sa mère avant le déjeuner, » répondit Bruce Pastor, et il éclata de rire. Garati rit aussi et repassa la blague à McVryse, qui la passa à Olson. Quand elle revint pour la 2e fois, le commandant empapaoutait sa grand-mère avant le déjeuner. À la 3e fois, il empapaoutait Sheila, la chienne Bedlington qui figurait avec lui sur beaucoup de ses photos de presse. Garati riait encore de celle-là quand il remarqua que le rire de McVryse avait cessé. Il regardait avec une curieuse intensité les soldats impassibles au sommet du half-track. Il soutenait son regard sans broncher.
Vous ne trouvez pas ça drôle cria-t-il soudain. Son cri trancha dans les rires et les réduisit au silence. Sa figure était congestionnée. La cicatrice ressortait, en blanc, comme un point d'exclamation, et pendant un instant d'affolement, Garati crut qu'il avait une attaque. Le commandant s'en papaoute lui-même, voilà ce que je pense, glapit McVrise. Vous autres, vous devez tous vous en papaouter, probablement. Assez drôle, hein? Assez drôle, bande d'enfoirés. Assez foutrement drôle, c'est pas vrai? Quelques marcheurs regardèrent McVrise avec inquiétude et s'écartèrent de lui. Tout à coup, il courut vers le half-track. 2 des 3 soldats levèrent leurs armes, prêts à épauler, mais il s'arrêta. Il s'arrêta tout à fait et brandit les 2 poings vers eux, en les secouant au-dessus de sa tête, comme un chef d'orchestre fou. « Descendez donc de là! Posez vos fusils et descendez! Je m'en vais vous montrer, moi, ce qui est drôle. »« Avertissement, dit l'un d'eux d'une voix parfaitement neutre. Avertissement, numéro 61. Deuxième avertissement. Oh mon Dieu, pensa Garati. Il va se faire buter et il est si près d'eux, il va voler dans les airs comme Beagle d'Alessio. McVrise se remit à courir, rattrapa le véhicule, s'arrêta et cracha dessus. Le crachat coula en traçant une ligne propre dans la poussière sur le flanc du half-track. « Allez, hurla McVrise, descendez, un à la fois ou tous en même temps, je m'en fous. Avertissement, avertissement numéro 61. Dernier avertissement. Allez vous faire voir, dit-il. Sans avoir conscience de ce qu'il faisait, Garati tourna les talons et courut vers lui en s'attirant un avertissement. Il ne l'entendit que vaguement. Les soldats visaient maintenant McVrise. Garati l'empoigna par le bras. « Allez, viens donc. Fous-moi le camp de là, Garati. Je vais leur casser la gueule. » Garati leva les bras et poussa violemment McVrise dans le dos. « Tu vas te faire fusiller, bougre de con !» Stibbins les dépassa. McVrise regarda Garati comme s'il le voyait pour la première fois. Une seconde plus tard, Garati eut droit à son 3e avertissement et comprit que McVrise n'était qu'à quelques secondes de son ticket. « Oh, va te faire foutre !» dit McVrise d'une voix morne, épuisée, et il se remit à marcher. Garati lui emboîta le pas. « J'ai cru que tu allais y passer, c'est tout, quoi !» dit-il. « Mais je n'y suis pas passé, grâce aux mousquetaires !» répliqua McVrise d'un air maussade en touchant sa cicatrice. « Mais merde, nous allons tous y passer !»« Non, quelqu'un va gagner, ça pourrait être un de nous, » dit Garati. « C'est du bidon, » déclara McVrise, la voix tremblante. « Il n'y a pas de gagnant, pas de prix. Ils entraînent le dernier gars derrière une grange, dans un coin, et ils l'abattent aussi. »« Arrête de faire le con, » lui cria furieusement Garati. « Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu auras. »« Mais si, tout le monde perd, » insista McVrise. Il marchait seul. Les autres restaient à l'écart, pour le moment du moins. McVrise avait vu rouge, et Garati aussi, dans un sens. Il avait agi contre son propre intérêt en retournant vers McVrise. Selon toute probabilité, il l'avait empêché de devenir le numéro 28. « Tout le monde perd, » répéta McVrise. « Je te prie de le croire. » Ils franchirent une voie de chemin de fer, sous un pont en ciment. De l'autre côté, ils défilèrent devant un Dairy Queen au volet fermé, avec un écriteau annonçant « Réouverture pour la saison le 5 juin ». Olson reçut un avertissement. Garati sentit une tape sur son épaule et tourna la tête. C'était Stibbins. Il n'avait l'air ni mieux ni plus mal que dans la nuit. « Ton copain est remonté contre le commandant ?» dit-il. McVrise n'eut pas l'air d'avoir entendu. « Ouais, probable, » grogna Garati. « J'avoue que moi-même, j'ai passé le temps où je l'aurais invité à prendre le thé. »« Et regarde derrière nous, » dit Stibbins. Garati regarda. Un 2e half-track était arrivé et un 3e apparaissait derrière, venant d'une route transversale. « Le commandant arrive et tout le monde va l'acclamer, » dit Stibbins avec un curieux sourire de lézard. « Ils ne le détestent pas encore vraiment, pas encore. Ils ne font que le penser. Ils croient qu'ils ont vécu l'enfer, mais attends ce soir, attends demain. » Garati dévisagea Stibbins avec inquiétude. « Et s'il le siffle et le hue et lui lance des bidons ou quelque chose ?» demanda-t-il. « Et toi, est-ce que tu vas siffler, huer et lancer ton bidon ?»« Non, » répondit Garati. « Oh alors, personne d'autre non plus, tu verras. »« Stibbins, » fit Garati. Stibbins haussa les sourcils. « Tu crois que tu vas gagner, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit calmement Stibbins. « J'en suis tout à fait certain. » Puis il ralentit pour reprendre sa place habituelle. À 5h25, Yannick eut son ticket, et à 5h30, tout comme l'avait prédit Stibbins, le commandant arriva. Il y eut un bruit d'accélération quand sa Jeep mordit le talus derrière eux, et puis elle les dépassa avec un vrombissement roulant sur le bas-côté. Le commandant était debout, au garde-à-vous. Comme d'habitude, il saluait, tête droite, raide. Un bizarre frémissement de fierté traversa la poitrine de Garati. Ils ne l'acclamèrent pas tous.
Collie Parker cracha par terre, Barkovitch fit un pied de nez, et McVryse se contenta de regarder en remuant les lèvres en silence. Olson parut ne rien remarquer du tout quand le commandant passa. Il fixait de nouveau ses pieds. Garati l'acclama, ainsi que Percy Machin-Chose et Harkness, qui voulait écrire un livre, et aussi Wyman, Hart Parker, Abraham et Slade, qui venaient de recevoir un deuxième avertissement. Et quand le commandant fut parti, en roulant vite, Garati eut un peu honte. Il avait gaspillé de l'énergie dans le fond. Peu de temps après, la route les conduisit le long d'un parking de voitures d'occasion, où ils furent salués de 21 coups d'avertisseur. Une voix amplifiée au-dessus des doubles rangées de petits fanions de plastique claquant au vent annonça aux marcheurs et aux spectateurs que personne ne vendait moins cher que chez McLaren. Garati trouva cela assez décourageant. « Tu te sens mieux » demanda-t-il en hésitant à McVryse. « Oui, bien sûr, au poil. Je vais simplement marcher et le regarder tomber tout autour de moi. Comme c'est amusant. Je viens de faire tous les calculs de tête. Les maths, c'était mon point fort à l'école. Et j'ai trouvé que nous devrions faire au moins 500 kilomètres au train où nous allons. Ce n'est même pas une distance record. « Tu peux pas aller ailleurs pour raconter ça, Pete ?» demanda Baker, et pour la première fois sa voix était tendue. « Pardon, maman » marmonna McVryse de mauvais gré, mais il se tut. Le ciel devint plus clair. Garati ouvrit son blouson, l'ôta et le jeta sur son épaule. La route était plate. Elle passait entre les maisons, de petits commerces, quelques fermes. Les sapins qui l'abordaient pendant la nuit avaient fait place à des Dairy Queen, des stations-service, des petits ranchs de bois. Beaucoup de ranchs étaient à vendre. À 2 des fenêtres, Garati vit la pancarte familière. « Mon fils a donné sa vie dans les escouades. »« Où est l'océan » demanda Collie Parker. « J'ai l'impression d'être de retour dans l'Illinois. »« Continue de marcher, répondit Garati, qui pensait encore une fois à Jan et à Freeport sur l'océan. C'est par là, à environ 175 kilomètres au sud. Merde, quel merdier cet état, conclut Parker. Il était un grand blond musclé en chemise de polo. Il gardait dans l'œil une lueur d'insolence que même la nuit sur la route n'avait pu éteindre. Des bons dieux d'arbres partout. Est-ce qu'il y a seulement une ville dans ce putain de pays? Oh, nous sommes bizarres par ici, lui dit Garati. Nous trouvons plaisant de respirer l'air pur à la place du smog. Il n'y a pas de smog à Joliette, espèce de foutu plouc, répliqua furieusement Collie Parker. Qu'est-ce que tu déconnes? Pas de smog, mais on y fait du vent, riposta Garati en colère. Si on était chez nous, je te tordrais les couilles pour ça, répondit l'autre. Allons, allons les enfants, intervint McVryse, qui s'était ressaisi et retrouvait son attitude ironique. Si vous régliez la question en gentleman, le premier qui se fait planter paye une bière à l'autre. J'ai horreur de la bière, dit machinalement Garati. Parker pouffa. Pauvre comte Pecno, dit-il, et il s'éloigna. Il est branque, dit McVryse. Tout le monde est branque ce matin, même moi. Et il fait une magnifique journée. Pas vrai, Olson? Olson ne dit rien. Olson aussi a ses emmerdes, confia McVryse à Garati. Olson, hé, Hank! Laisse-le donc tranquille, conseilla Baker. Hé, Hank! Cria McVryse, sans prêter attention à Baker. Tu veux faire un tour? Va te faire foutre, marmonna Olson. Quoi? S'exclama joyeusement McVryse, une main encornée à son oreille. Plaît-il? Foutre, foutre, va te faire foutre, glapit Olson. Ah, c'est ça que tu disais. Olson fixa de nouveau ses pieds et McVryse se lassa de le harceler. Garati pensait à ce que Parker avait dit. Parker était un salaud. Parker était un grand cow-boy de drugstore et un dur du samedi soir. Parker était un héros en blouson de cuir. Qu'est-ce qu'il savait du Maine? Garati avait passé toute sa vie dans le Maine, dans une petite ville appelée Porterville, juste à l'ouest de Freeport. 970 habitants et même pas un feu clignotant. Et d'abord, qu'est-ce que ça avait de si spécial, Joliette, dans l'Illinois? Le père de Garati avait l'habitude de dire que Porterville était le seul village du coin comptant plus de tombes que d'habitants. Mais c'était propre. Il y avait beaucoup de chômage, les voitures rouillaient, on baisait beaucoup, mais c'était un endroit propre. La seule distraction était le bingo du mercredi dans une grange. Dernière partie quitte ou double pour une dinde de 20 livres et un billet de 20 $. Mais c'était propre et c'était calme. Qu'est-ce qu'on pouvait y redire? Il fixa avec ressentiment le dos de Collie Parker. T'as raté le coche, crétin, c'est tout. Tu peux prendre ton Joliette et ton panier de crabes et tes usines et te les foutre au cul, en travers, si ça passe. Il pensa à Jan. Il avait besoin d'elle. Je t'aime, Jan, pensa-t-il. Il n'était pas dupe, il savait qu'elle était devenue plus importante pour lui qu'il ne l'était en réalité. Elle s'était transformée en symbole de vie.
un bouclier contre la mort subite venant du half-track. Il la désirait de plus en plus parce qu'elle symbolisait le moment où il aurait une paire de fesses bien à lui. Il était maintenant 6 heures moins le quart du matin. Il regarda un groupe de ménagères enthousiastes serrées les unes contre les autres à un carrefour, minuscule centre nerveux d'un village inconnu. Une d'elles portait un pantalon étroit et un pull-over encore plus serré. Elle n'était pas jolie. À son poignet droit, 3 bracelets dorés tintaient quand elle agitait la main. Garati pensa à Jan, qui était montée du Connecticut, qui paraissait si cool et sûre d'elle, avec ses longs cheveux blonds et ses souliers plats. Elle portait presque toujours des talons plats, parce qu'elle était si grande. Il l'avait connue au lycée. Cela s'était passé lentement, mais finalement ça avait collé. Dieu, comme ça avait collé. Garati ? Hein ? C'était Harkness, et il paraissait soucieux. J'ai une crampe au pied, mec. Je ne sais pas si je vais pouvoir marcher avec. Les yeux de Harkness semblaient implorer Garati de faire quelque chose. Garati ne sut que dire. La voix de Jan, son rire, son chandail caramel et son pantalon rouge groseille, le jour où ils avaient pris la luge de son petit frère et s'étaient retrouvés enlacés dans une congère, avant qu'elle lui fourre de la neige dans le cou de son parka. Ces choses-là, c'était la vie. Harkness était là, mort. Maintenant, Garati était capable de la sentir. « Je ne peux pas t'aider, dit-il. Il faut que tu le fasses toi-même. » Harkness le regarda avec une panique consternée, et puis il serra les dents et hocha la tête. Il s'arrêta et, un genou à terre, ôta son mocassin. « Avertissement ! Avertissement numéro 49 !» Il se massait le pied. Garati s'était retourné et marchait à reculons. 2 petits garçons en t-shirt de la petite ligue de baseball, leurs gros gants accrochés au guidon de leur bicyclette, l'observaient aussi, bouche bée, sur le bas-côté. « Avertissement ! Avertissement numéro 49 ! Deuxième avertissement !» Harkness se releva et se mit à boiter sur son pied en chaussette, sa bonne jambe fléchissant déjà d'avoir à supporter tout son poids. Il laissa tomber sa chaussure, tenta vivement de la rattraper, la toucha de 2 doigts, jongla un peu et la perdit. Il s'arrêta pour la ramasser et reçut son 3e avertissement. La figure normalement rubiconde de Harkness était maintenant rouge comme une voiture de pompier. Sa bouche ouverte formait un O mouillé, baveux. Garati se surprit à l'encourager. « Vas-y, pensa-t-il, vas-y, du nerf, remonte, Harkness, tu le peux. » Harkness boita plus vite. Les petits joueurs de baseball commencèrent à pédaler pour ne pas le perdre de vue. Garati se retourna vers l'avant, ne voulant plus le regarder. Il braqua ses yeux droits devant lui en essayant de se rappeler ce qu'était d'embrasser Jan, de caresser ses seins ronds. Une station Shell apparut lentement sur la droite. Une camionnette poussiéreuse, cabossée, était arrêtée devant, et 2 hommes en chemise de flanelle écossaise rouge et noire buvaient de la bière, assis sur le haillon ouvert. Il y avait une boîte aux lettres au bout d'un petit chemin de terre, son couvercle rabattu comme une bouche ouverte. Un chien aboyait sans arrêt, hors de vue. Les fusils se levèrent posément et trouvèrent Harkness. Il y eut un long et terrible moment de silence, et puis les armes redescendirent, tout cela conformément au règlement, conformément au manuel. Puis elles remontèrent. Garati entendait la respiration précipitée de Harkness. Les fusils se haussaient, s'abaissaient, remontaient lentement au port d'armes. Les 2 petits cyclistes pédalaient. « Tirez-vous de là, les mômes !» leur cria Baker. « Vous ne voulez pas voir ça. Allez, foutez le camp !» Ils examinèrent Baker avec une vague curiosité et continuèrent à rouler. Ils l'avaient regardé comme s'il était un drôle de poisson. L'un d'eux, un petit gosse à la tête toute ronde avec des cheveux coupés au bol et de grands yeux qui lui mangeaient la figure, corna un coup de klaxon et sourit largement. Il avait un appareil pour redresser ses dents, et le soleil fit de sa bouche un étincellement de métal. Les fusils s'étaient rabaissés. C'était un peu comme un mouvement de danse, comme un rite. Harkness marchait sur le bas-côté. « Vous avez lu de bons livres dernièrement ?» pensa stupidement Garati. Cette fois, ils vont l'abattre. Un pas trop lent et... l'éternité, l'univers figé. Et les fusils remontèrent en joue. Garati regarda sa montre. La trotteuse fit tout le tour, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Harkness le rattrapa, le dépassa. Il serrait les dents, regardait droit devant lui. Ses pupilles étaient contractées, 2 minuscules points. Ses lèvres étaient bleuâtres, et son teint florissant avait pris la couleur de la crème à présent, sauf 2 taches rouges sur les pommettes. Son pied en chaussette frappait en cadence la chaussée. Il ne boitait plus, la crampe s'était dénouée. « Combien de temps peut-on marcher sans souliers ?» se demanda Garati.
Il ressentit malgré tout une détente dans sa poitrine et entendit Baker laisser échapper un soupir. C'était stupide d'être soulagé. Plus tôt Harkness s'arrêterait de marcher, plus tôt il n'aurait plus à marcher. C'était une évidence, de la logique. Mais il y avait autre chose de plus profond, une autre logique plus vraie, plus effrayante. Harkness appartenait au groupe de Garati, il était un segment de son micro-clan, du cercle magique auquel il appartenait. Et si un segment de cercle cédait, cela pouvait arriver à n'importe quel autre. Les petits joueurs de baseball les accompagnèrent en pédalant sur 3 kilomètres avant de se désintéresser d'eux et de rebrousser chemin. Cela valait mieux, pensa Garati. Peu importait qu'ils aient regardé Baker comme un animal de zoo, il valait mieux qu'ils n'assistent pas à leur mort. Devant lui, Harkness formait à lui seul une nouvelle avant-garde. Il marchait très rapidement, courant presque. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Garati se demanda à quoi il pensait.